Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de méthodologie sur la thermodynamique des écoulements et notamment sur les diagrammes enthalpiques pH. Donc ça va consister en un exercice d'étude d'un fluide caloporteur de nom de code R717. Donc dans un premier temps, je vais vraiment représenter un petit peu comment marche la figure du diagramme enthalpique pH et ensuite on s'intéressera principalement aux questions. Donc le diagramme enthalpique pH, c'est un diagramme donc pression en ordonnée et enthalpie massique en abscisse. Les pressions sont données en bar, les enthalpies massiques sont données en kilojoules par kilogramme. Première particularité, l'échelle des pressions, c'est une échelle log, ici, une échelle logarithmique, contrairement à celle des enthalpies massiques. Et donc dans ces diagrammes enthalpiques, vous allez trouver pas mal de choses, et notamment, dans un premier temps, vous allez trouver la courbe dite de saturation, que je vais tracer ici en orange. Donc je représente la courbe qu'on appelle la courbe de saturation. Alors j'ai perdu un peu son allure là dans la partie gaz. Donc ça c'est la courbe de saturation qui délimite finalement la zone liquide, de la zone liquide plus vapeur, de la zone gaz, ici. Donc ça, ce sont les premières choses à repérer dans un diagramme enthalpique. Vous pouvez donc repérer également le point critique, à peu près ici. Voilà, ça c'est le sommet de la cloche de saturation, c'est le point critique. Et ensuite, dans ces diagrammes enthalpiques, vous allez trouver plein de courbes différentes. Et donc, on va lister un petit peu ce qu'on trouve. Donc, évidemment, comme c'est un diagramme pH, on a des isobars et des isenthalpiques. Donc, je vais mettre un petit peu des couleurs différentes. Donc, les isobars, c'est P égale constante. Donc, ici, une isobare à P égale constante, bah, c'est pas très compliqué. Vous prenez simplement une droite horizontale. Ça, c'est l'isobare de P égale 20 bar. Voilà un exemple. P égale 20 bar. Ensuite, vous avez les isenthalpiques. Les isenthalpiques, ce sont des courbes d'enthalpie constante. Donc, par exemple ici. Ça, c'est les isenthalpiques. H égale constante, avec par exemple ici H qui est égal à 1800 kJ par kilogramme. Ensuite, nous avons les isothermes. Alors, les isothermes, elles sont un petit peu particulières. Il faut être vigilant. Donc, on va regarder deux cas. T plus petit que T critique et T plus grand que T critique. Donc, pour T plus petit que T critique, on a un changement d'état qui va se faire. Et donc, je vais représenter par exemple celle à 50 degrés Celsius. Pas une bonne idée. Celle à 20 degrés Celsius, ici, qui va ressembler à ça. Alors, pour la partie gaz, il faut suivre les courbes inclinées ici. Donc, ça, c'est T égale 20 degrés Celsius. Donc, côté liquide, vous avez une partie verticale. Donc, vous avez une partie verticale côté liquide, une partie horizontale pour le changement d'état, et ensuite une partie un petit peu incurvée côté gaz. Donc, voilà à quoi ressemble une isotherme pour T plus petit que T critique. Pour T plus grand que T critique, eh bien, vous avez, il faut suivre, par exemple ici, il faut bien suivre l'isotherme comme elle est représentée. Voilà, par exemple ici à 160 degrés Celsius. Voilà, donc ça, ce sont les isothermes. Ensuite, nous avons les isentropiques. Donc les isentropiques, ce sont des courbes d'entropie constante qui servent lorsque l'entropie ne varie pas. Et donc vous les avez ici, vous voyez, S égale 6,75. Ici, S égale 6, etc. Ça, ce sont des courbes d'entropie constante. Et enfin, vous avez les courbes qu'on appelle des isotitres. Ce sont des courbes de xvap égale constante. Et donc, celles-ci, elles sont situées ici. Par exemple, là, vous avez la courbe 0,3. Ça, c'est xvap égale 0,3. Et ces courbes servent à lire les titres massiques. Alors, il faut bien les repérer. Ça, c'est 0,7. Je ne sais pas si c'est exactement celle-là.
il faut qu'elle remonte un jour ou l'autre vers la courbe, vers le point critique. C'est pas toujours évident à bien les lire avec les isentropes qui gênent un petit peu. Donc là, la 0,8, elle est là, par exemple. Voilà, donc ça, ce sont les courbes de titre massique en vapeur constante. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur ces diagrammes pH. Et donc maintenant, on va voir comment remonter à des grandeurs thermodynamiques associées, finalement, ici, dans le cadre des questions qui me sont posées. Donc je vais m'en remettre un autre que je n'ai pas souillé de tous les paramètres. Donc on me demande dans un premier temps d'estimer la température critique. Eh bien, je viens chercher la dernière isotherme que je peux observer, qui est entre 120 et à peu près 130 ici. À T égale 130, 120, on la distingue très très bien. Ça, c'est celle à 120. Voilà. Donc ça, c'est celle à 120. Et après, on peut la remonter du côté gaz. Voilà. Et celle à 130, si on essaye de la remonter, voilà, on arrive comme cela. Et on longe, vous voyez, la courbe de saturation. Donc T critique est de l'ordre de 230 degrés Celsius. En question 1, je vais réduire un petit peu mon trait. Question 2, on me demande de déterminer l'enthalpie massique de vaporisation sous P égale 3 bars. Donc l'enthalpie, qu'est-ce qu'on appelle l'enthalpie massique de vaporisation? Eh bien, vous allez tracer sous P égale 3 bars. Ici, on va aller chercher les intersections avec la courbe de saturation. Donc je remets encore une fois ma courbe de saturation qui est là. Et donc cette courbe de saturation, l'intersection avec P égale 3 bars fait intervenir 2 points que j'appelle L et V qui correspondent aux points de liquide saturant et de vapeur saturante. Et par définition, delta vap H de P égale 3 bars, ça correspond à HV moins HL. Donc il faut que j'aille repérer les enthalpies massiques du point V et du point L. Et donc ici, j'ai à peu près 150 et 1450. Donc ça, c'est égal à 1450 moins 150, c'est-à-dire 1300 kJ par kilogramme. Donc je peux déduire sans problème d'un graphe de pH les enthalpies massiques de vaporisation. Dans un troisième temps, on me demande de déterminer la capacité thermique massique de l'ammoniac liquide. Donc là, pour cela, on sait que côté liquide, eh bien, on a delta H qui est égal à petit cp delta T. Donc je vais aller chercher pour deux températures différentes l'enthalpie massique correspondante de l'état. Donc je vais prendre par exemple le point A ici à 0 degré, qui a comme enthalpie massique 200. Et le point B, je vais prendre par exemple celui à 100 degrés, qui a comme enthalpie massique à peu près 720. Voilà. Donc je prends deux points de liquide saturant. Et donc ici, on obtient que petit Cp est égal à Hb moins H1 sur Tb moins Ta. Et donc ça, c'est assez facile. Tb moins Ta, c'est directement 100. Et donc ça fait 720 moins 200 divisé par 100 en kilojoules, attention. Donc ça fait 5,2 kilojoules Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Voilà, donc je peux également déterminer du diagramme pH les capacités thermiques des liquides. Et enfin, déterminer la capacité thermique massique de l'ammoniac aux faibles pressions. Donc, aux faibles pressions, on a un comportement qui se rapproche du comportement du gaz parfait, par définition des faibles pressions. Donc, dans cette zone de l'espace, ici, mon fluide se comporte comme un gaz parfait, puisque je suis aux basses pressions. Donc là, je suis gaz parfait. Et donc, je vais faire la même chose. Je vais prendre deux points de vapeur. Donc, par exemple, 0 ici, je suis à 1500. Je vais peut-être pas mettre du bleu, comme ça, on ne le voit pas bien. Je vais appeler C ce point. Et je vais prendre celui à 180 qui est à 1900 ici.
mais je vais appeler D ce point. Et donc, côté gaz parfait, même chose. Hein. Pour un gaz parfait, on a delta H égale petit Cp delta T. Donc, j'en déduis petit Cp qui est égal à delta H sur delta T. Et donc, moi, j'ai pris 180 et 0 et 1900 et 1500. Donc, ça fait 400 en différence. Ça fait 1900 moins 1500 sur 180 moins 0. Donc, ça fait 400 sur 180. Donc, ça fait 2,22 kJ Kelvin moins 1, kg moins 1. J'ai pris 180 degrés Celsius avec 0 degrés Celsius et 1900 et 1500. Et de ça, je peux en déduire l'indice adiabatique du gaz parfait, puisque pour un gaz parfait, on sait que petit Cp, c'est égal à gamma R sur M, gamma moins 1. Autrement dit, gamma M petit Cp moins M petit Cp est égal à gamma R. Moi, je cherche gamma, c'est donc égal à M petit Cp divisé par M petit Cp moins R. Si je n'ai pas fait d'erreur. Et donc, la masse molaire, je la connais. Ici, alors je ne l'ai pas noté. C'est de la masse molaire de l'ammoniac. Donc, je vais la trouver. C'est 17 ici. Et donc, ça fait 17, on met bien en kilogrammes, divisé par ça, moins 8,314. Ok, alors c'est à mettre en kilojoules. Donc il faut mettre je reprends 2,22 10 3 fois 17 10 moins 3 divisé par 2,22 10 3 fois 17 10 moins 3 moins 8,314. Et je tombe sur 1,3 comme coefficient adiabatique. Donc voilà pour la première partie de cette activité qui avait pour objectif de comprendre comment on lit un diagramme enthalpique, comment repérer les différents types de courbes sur ces diagrammes enthalpiques et comment se servir de ces diagrammes pour trouver des données thermodynamiques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire.